Hello to you. Bienvenue les amis. Ouais. Je me vois en fait dans la caméra de notre ami Ali et de Catch Club en compagnie des pop d'Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas. On vous filme déjà, mesdemoiselles. Et Christophe de Ajus bien sûr pour le 20e épisode de La Cloche. Et oui, on s'est habillé. Je peux vous dire que ça fait très bizarre dans la chambre d'Ali. Tout est mal rangé sauf nous qui sommes bien habillés. Donc bienvenue à tous, bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche, cette 20e. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, parce que c'est clairement le moment qu'on attendait vraiment depuis le lancement de cette cloche. Ah bon WrestleMania 30, moi comme je l'ai précisé, c'est l'un de mes WrestleMania préférés, et le fait de savoir que Christophe et Philippe étaient au bord du ring durant ce WrestleMania fait que je suis très curieux d'entendre ton histoire. Donc aujourd'hui, c'est ce sur quoi on va se concentrer, sur le récit de Christophe Ajus. Le récit. Mais déjà, un petit remerciement parce que je suis quand même très content de fêter cette 20e. Ah bon. 20 cloches, une douzaine de clochettes, ça fait 6 mois maintenant que j'ai la C'est chance de pouvoir faire ces vidéos d'1h30 avec Christophe. Et ça me fait très plaisir. Et comme je l'ai dit, j'espère qu'on ne fera pas que tes 20 ans de carrière, qu'on ira jusqu'à tes 40 ans de carrière et plus, Je serai mort et avant. au-delà, etc. Mais Je serai mort avant. Tu es Oui, immortel bien sûr, vous continuerez à parler de moi quand je serai mort. Mais Bien. bon, bref. Quoi qu'il en soit, moi aussi je suis ravi et je suis ravi que vous soyez là aussi pour ce 20e anniversaire de La Cloche. Et effectivement, un gros programme pour ce 20e anniversaire. Pas sûr qu'on arrive à faire tout le show en un, mais comme ça vous donnera un petit peu un petit teasing. Peut-être que je dévoilerai tout, parce que vous avez été nombreux à demander que je dévoile tout. On est plus. Mais il y a quand Moins même que des je gens... le pensais. Oui, il y a quand même des ouais. gens sympas. Merci à eux qui ont dit non. Donc voilà, mais peut-être que je dévoilerai tout dans l'épisode suivant. Pas sûr qu'on arrive jusqu'à l'après-show aujourd'hui. On verra bien. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rappelé que Cape Fear était Les Nerfs à Vif, Mhm. que je connaissais, mais en version française. Enfin, je ne connaissais pas le titre anglais, mais oui, très bon film que je vous conseille. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Très très bon film. D'ailleurs, Ok. quasiment tous les films avec Robert De Niro sont Oui, quand même c'est pas sympas. faux, c'est pas faux. Et voilà, Sharon Tate également, même si c'est un événement plus triste. Merci à ceux qui nous ont rappelé son nom, et qui était une magnifique jeune femme, Sharon Tate. Voilà. Tout à fait. On s'était arrêté après le Royal Rumble 2014, la semaine dernière, où on avait pu voir que Batista avait effectué son retour, mais que ça ne s'était pas passé comme il le souhaitait. En effet, malheureusement, le public s'est retourné contre Batista, parce qu'à ce moment-là, le chouchou des fans, le favori, c'est Daniel Bryan. Donc justement, dans cet épisode, on va voir un petit peu l'explosion de Daniel Bryan, l'apogée, on va dire même, de Daniel Bryan. Mais d'abord, on va démarrer avec la fin de CM Punk. Car après le Eh Royal Rumble 2014, le lendemain à Raw, je crois qu'on l'avait mentionné déjà un petit peu la semaine dernière, mais le lendemain à Raw, CM Punk se présente à l'arène et au final, il quitte le show. On ne sait pas trop en fait s'il est renvoyé chez lui ou s'il quitte le show, mais par la suite il a précisé qu'il a décidé de rentrer chez lui, car apparemment encore une fois le booking ne lui plaisait pas. Il faut savoir qu'à ce moment-là la WWE avait prévu que CM Punk affronte Triple H à WrestleMania 30. C'était le match qui était prévu. Je conseille à tout le monde, je ne t'ai jamais posé la question de savoir si tu l'avais écouté, mais je conseille à Si, tout le monde. bien sûr. Bien Le sûr. podcast avec Colt Cabana. Tout Oui. à fait. Oui, Euh, oui, évidemment. Après, il faut comprendre l'anglais. Je Encore ne sais une pas, fois, oui, c'est peut-être l'une des prochaines missions de notre ami de On me Catch l'a Club. déjà souvent demandé, j'avoue, sur Catch Club. Et oui, alors ce podcast fait partie des podcasts, des shoots interviews, comme on disait à notre époque, immanquables. Parce Je l'écoute qu'effectivement- encore chaque année. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Alors bon, moi, quand même pas à ce point-là, mais oui, je l'ai écouté au moins 2 fois, peut-être 3. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on attendait, que beaucoup d'entre vous attendent aujourd'hui. Maintenant, quand une de vos superstars préférées quitte la WWE, c'est devenu la norme. Mhm. Il y a forcément un podcast qui va lui donner le micro. À l'époque, c'était pas encore la norme. C'est vrai que Colt Cabana fait partie des Le précurseurs. premier. C'est le premier Un des premiers podcast, gros, oui. Tout le monde lui dit dans le monde du catch que c'est grâce à toi que nous, par la suite, on s'est lancé. D'accord, En tout cas, ouais. ok. Parce que moi, j'écoutais déjà des émissions, par exemple The Low, Mhm. Live Audio Wrestling, qui D'accord. n'était pas vraiment un podcast, qui était une émission de radio diffusée sur Internet en direct, en même temps qu'à la radio au Canada, par exemple. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas de podcast aussi célèbre que celui de Colt Cabana avant. Donc voilà, Colt Cabana et CM Punk, cette interview exceptionnelle. J'imagine que tu allais évoquer Quelques petits secrets détails. révélés par CM Punk. Quelques petits détails très simples, c'est qu'une fois que CM Punk donc, quitte la WWE le lendemain du Royal Rumble, Vince McMahon, quelques temps plus tard, a une réunion où il dit que CM Punk est en congé. Il annonce un congé sabbatical, comme ils disent en anglais, excusez-moi pour l'accent. Sabbatique. Voilà. Donc, durant cette période, en fait, CM Punk explique par la suite dans le podcast de Colt Cabana qu'il avait été suspendu pendant 2 mois par la fédération.
Ce qui fait bien entendu que durant ces 2 mois, il y a WrestleMania. Donc la WWE a fait exprès plus ou moins, on va dire, de le punir en lui faisant rater WrestleMania. CM Punk explique qu'il s'est plaint de son match face à Triple H lors d'un rendez-vous où il était avec Triple H et Vince McMahon. Il leur a dit, écoute, c'est pas méchant, mais ce match, il va rien m'apporter. Moi, aujourd'hui, ça va rien m'apporter que de te battre à WrestleMania 30. Je n'en ai pas besoin, c'est toi qui en as besoin. Il a dit apparemment à Triple H, ce qui fait bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, la relation entre les deux était tendue. Et derrière, une fois que la suspension de CM Punk s'est terminée, donc un peu avant le mois de juin, CM Punk n'a pas été recontacté par la fédération, donc il a commencé à se poser des questions. Il appelait la fédération d'ailleurs pour avoir quelques chèques en retard de royalties, on lui disait oui, oui, t'inquiète, ça arrive. Et le jour de son mariage avec AJ Lee, il a été served, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que quelqu'un est venu lui remettre les documents de son licenciement par la WWE. CM Punk a déclaré que voilà, on a beau dire ce qu'on veut, il pouvait faire ça quand il le souhaitait, et que le fait de vouloir le faire le jour de son mariage, selon CM Punk, Bon, c'était après, pas très sympa, je quoi. me fais l'avocat du diable, ou plutôt Bien de la sûr, vas-y, oui. WWE, mais bon, est-ce que la WWE savait particulièrement, alors je sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais vous le savez certainement en France, quand on envoie un courrier, on sait pas forcément quand il va arriver, quoi. C'est Et pas faux. donc après, même si on le fait par des entreprises comme FedEx ou DHL, voilà, c'est pas, ça va pas forcément arriver, même si vous le dites, ça va arriver le lendemain, vous n'êtes pas sûr et certain que ça arrive le lendemain. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait exprès pour que ça arrive le jour de son mariage? Je suis d'accord avec toi, on peut Je pas suis vraiment pas savoir. franchement sûr, et puis je vois pas non plus à quoi, ce que ça peut leur apporter. Après, c'est sûr qu'ils auraient pu attendre qu'ils soient mariés, attendre la lune de miel, qu'elle soit terminée, j'en sais rien, ou le faire une semaine avant. Là, c'est sûr qu'ils ont dû envoyer sans se poser, à mon avis, sans se poser la question, tiens, ils se marient samedi. Enfin voilà, pour eux, ils en avaient rien à faire, ils ont envoyé les papiers, mais je crois pas qu'il les fait. Mais bon, j'en sais rien. Non, Et c'est si un punk le possible. pense, il a le droit de le penser. C'est possible. En tout cas, quelques informations majeures qui ressortent donc de ce, de ce podcast, c'est bien entendu CM Punk qui explique, tu sais, son staphylocoque doré qu'il avait au bas du dos en fait à la fin de la WWE, et c'est ça qui apparemment l'a vraiment mis dans une mauvaise mentalité parce qu'il avait l'impression que tout le monde s'en foutait. Personne ne s'occupait de lui, et quand il demandait du repos, Vince l'appelait tout de suite en disant «Ah, la semaine prochaine j'ai besoin de toi, Raw», etc. Et bien entendu, il explique également, il précise dans ce podcast qui, bon, maintenant date d'il y a 6 ans, mais il précise dans le podcast qu'il ne retournera jamais à la WWE. Alors ça, bien entendu, c'était sous le coup de la colère. Oui, bah pas sûr qu'il y retourne encore une fois, et on en Pas a sûr. déjà parlé dans la cloche. Il était sur l'émission WWE Backstage, mais il était sous contrat avec la Fox et il était payé par la chaîne de télévision, donc il n'était absolument pas impliqué avec la WWE, même s'il parlait de la WWE. C'est comme si quelqu'un maintenant enfin, voilà, se faisait virer de la Fédération française de foot, mais était pris par Canal pour faire le Canal Football Club, par exemple. Il parlerait de foot, il parlerait de la Fédération française de foot, mais il ne bosserait plus pour cette Fédération française de foot. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que là, ces dernières années, notamment lors d'une grande interview qu'il avait fait lors d'un des panels autour de All Out, j'ai oublié maintenant le nom de Starrcade, Oui, CM Punk avait déclaré qu'en tout cas aujourd'hui, oui il est ouvert à tout. ouais. Proposez-moi. Mais bon, maintenant, le temps est passé, quasiment plus, on n'entend quasiment plus CM Punk scandé par la foule. Certains médias américains disaient que le move à backstage était peut-être une mauvaise décision parce que ça a un petit peu fait baisser son... Oui, sa cote, quoi. Ouais, oui. Oui, il vaut moins, évidemment, puisque Backstage n'a pas fait 3 millions de Non. téléspectateurs chaque fois qu'il était là. Et que l'émission ne faisait pas de très bonnes audiences, qu'il soit là ou non. La première fois qu'il est venu, ça a fait évidemment augmenter Oui. le nombre de téléspectateurs, mais... Alors pas qu'après son complètement passage à dingue. l'UFC, malgré ses défaites, il avait vendu du pay-per-view. Oui, Donc oui, on oui, pouvait dire que le nom de CM Punk était bankable. tout à fait. Donc, Ouais, en UFC, c'était un bon coup. Malgré ouais. ces deux défaites, Tout à fait. effectivement, il a pris une bonne somme d'argent et l'UFC a pu capitaliser sur c'est son du nom. business. Donc moi justement ce week-end il y avait son ancien adversaire Mike Eagle qui a à nouveau combattu à l'UFC. On passe donc à Elimination Chamber. CM Punk a quitté la WWE et la personne qui va profiter de ce départ, c'est Daniel Bryan. On arrive donc sur la carte. Quelques petits rappels par rapport à Elimination Chamber. Donc déjà, un petit match assez étonnant. Tu t'en rappelles très bien, j'imagine. Les New Age Outlaws, qui sont de retour à cette période en 2014. Un dernier run, parce qu'ils ont tous les deux été réembauchés en fait en coulisses, principalement en tant que producteurs. Mais voilà, pour jouer sur le côté nostalgie comme on adore. Les New Age Outlaws qui affrontent les Usos. Et à ce moment-là, les Outlaws sont même champions. Je m'en souviens. Pareil, ah c'est vrai. Franchement, je me souviens du run des Oui. Outlaws, je me souviens
de leur match expéditif à WrestleMania. Maintenant, même, j'ai un doute si c'était au 30, mais... Enfin, moi en tout cas, ça m'avait fait plaisir parce que pour la peine, ces deux gars étaient vraiment tombés au fond du fond à une période quand ils Oui, avaient bah quitté oui. la WWE. Je crois que j'avais déjà parlé dans la cloche de certaines shoot interviews qu'ils avaient fait sous drogue, où vraiment ils étaient, on va dire, tout à l'inverse de ce qu'on peut appeler corporate. Ils avaient insulté tous les McMahon, toute la famille de la WWE. Mais heureusement, ils se sont repris en main. Et aujourd'hui, ce sont vraiment devenus, je pense, en tout cas, de l'image qui donne des bonnes personnes. Donc c'était cool de voir ce petit dernier run des New Age Outlaws. À côté de ça, on a la Wyatt Family, donc Bray Wyatt, Eric Rowan et Luke Harper qui affrontent le Shield à Elimination Chamber. Mais il faut savoir qu'à côté de tout ça, la Wyatt Family est en train de rentrer en rivalité avec John Cena, ce qui nous mènera justement au premier match entre les deux à WrestleMania 30. Randy Orton qui remporte son Elimination Chamber match pour conserver le titre WWE World Heavyweight. Encore une fois, Daniel Bryan qui manque, on va dire, la chance de remporter ce titre. Oui, et puis bon, je conseille quand même Wyatt Family Shield, même si j'en ai pas un souvenir. Je pense ne pas prendre de risque en disant que je vous conseille d'aller voir ce match. Je vois qu'il fait plus de 20 minutes. En général, l'ambiance était folle. Les matchs étaient très très bons. Et on peut aussi quand même parler de Batista, Alberto Del C'est ce que Rio, j'allais citer, oui. qui est le premier match de Batista officiellement, après le Royal Rumble évidemment, mais match en solo en quelque sorte depuis son retour, et qui était encore une fois décevant. On s'attendait, pareil, j'en avais parlé dans l'épisode précédent où je disais à Nadir, non mais t'inquiète pas, d'ici WrestleMania ça va lui revenir et tout, que c'est comme le vélo, il peut pas avoir oublié, et vraisemblablement il avait oublié. Batista qui est face lors de son match face à Alberto Del Rio et qui se fait huer par la foule lors de Elimination Chamber. Justement, donc vérifions juste la date d'Elimination Chamber, c'était le 23 février 2014. Lors du SmackDown suivant, le 28 février 2014, Batista effectue son heel turn. Quelques semaines après son début et ses retours en tant que héros, il effectue déjà son heel turn, et c'est là encore une fois qu'on parlait du fait que la WWE écoute les fans. C'était obligatoire, il était tellement détesté qu'il effectue un heel turn à SmackDown où il explique en fait qu'il n'est pas de retour pour le public. Il n'est pas de retour pour être aimé, pour être liké, il est simplement de retour pour être le WWE World Champion. Donc Batista qui effectue ce heel turn, mais ça voudrait dire du coup qu'on se retrouvait dans un main event de WrestleMania 30 avec deux heels, Randy Orton contre Batista. J'aime bien quand il prend ce petit ton où il plisse les yeux. Tu vois que peut-être avec deux heels. Attention. Vous inquiétez pas, après je laisserai Christophe parler. Non, mais là y a je pas de problème, de resitue. toute façon, je n'ai rien à dire. Là je resitue juste un petit peu la scène. Là, je suis venu juste pour m'habiller et je repars après. Hein, qu'est-ce que vous prenez, deux Perrier, un Perrier citron et... il aurait pu travailler dans la restauration. Jérôme fait la blague à chaque fois. Bien que moi-même je fasse la blague, ça se transmet. Voilà, oui. Tout ce que j'ai subi, je le fais subir aux autres. Entre-temps, en fait, Daniel Bryan demande un match à Triple H à WrestleMania 30. Il veut absolument l'affronter parce que c'est Triple H qui le retient, comme tu l'avais expliqué. Un B+ player. Voilà, exactement. Donc, Daniel Bryan demande un match à Triple H lors de Raw du 3 mars 2014 pour WrestleMania 30. Triple H refuse. La semaine d'après, lors du Raw du 10 mars 2014, un Raw que vous pouvez encore une fois chercher sur YouTube et sur WWE Network, car la WWE poste des extraits bien entendu sur YouTube. Vous avez le Occupy Raw avec le Yes Movement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tes souvenirs de ce moment, en tout cas, le visuel? Le visuel, c'est toutes ces personnes avec des t-shirts, pour la plupart, ou je crois tous d'ailleurs, de Daniel Bryan, dans le ring, qui font Yes, pendant que Daniel Bryan s'adresse à Triple H et Stephanie McMahon qui sont en haut de la rampe, et Daniel Bryan qui explique que voilà, le peuple a le pouvoir, en quelque sorte. Alors c'est pas John Laurinaitis, le pouvoir au peuple. Non, mais oui, c'est vrai que c'était un moment qui était beau parce qu'il était sincère et réel. C'est pas quelque chose qui a été construit par la WWE. Évidemment que ça a été mis en scène par la WWE, mais les gens qui étaient là étaient des vraies personnes du public. C'était pas des gens du Performance Center ou des acteurs engagés. Des figurants. Voilà, c'était des gens du public, évidemment choisis par la WWE parce qu'ils n'allaient pas faire... mettre les 10 000 personnes dans le ring et puis laisser passer n'importe qui. Je pense qu'ils connaissent plusieurs centaines de fans bien, ils doivent savoir qui ils sont parce qu'ils sont là souvent, parce que ce sont des fans qui participent. Enfin, moi j'en connais quelques-uns aux États-Unis qu'on croise dans les vestiaires parce qu'ils participent à des événements caritatifs où ils achètent des choses et ça leur donne droit à des prix, quoi. Ils dépensent
voilà, parfois des dizaines de milliers de dollars pour acheter un dessin de Jerry Ducking Lawler ou un bout de vêtement ou même un vêtement de superstar, et ça va à des œuvres Mhm. caritatives, et eux, en contrepartie, bien, ils ont le droit de squatter dans le vestiaire pendant un show important, de se prendre en photo avec les superstars. Ils sont accompagnés d'une personne de la WWE qui les présente en disant: ah, regardez, ce monsieur a offert tant à telle œuvre de charité. Évidemment, les superstars: ah ouais, bah, viens, une photo avec plaisir et tout. Donc voilà. Donc oui, c'est un moment magnifiquement fait. Et ce qui le rend magnifique, c'est qu'il est sincère. Mhm. Voilà où je voulais en venir. Daniel Bryan qui obtient ce qu'il veut, il affrontera donc Triple H à WrestleMania 30. Le match que devait avoir CM Punk sera refilé, on va dire, à Daniel Bryan. Sauf que bien entendu, il y a une stipulation. Et oui. Si Daniel Bryan bat Triple H à WrestleMania 30, à ce moment-là, Daniel Bryan sera inclus dans le main event. Il aura enfin sa chance pour le titre mondial. On l'a vu remporter 2 fois le titre en 2013 pour se le faire voler tout de suite directement après. Donc autant dire que là, la hype était à fond. C'est pour moi l'une des fois où j'étais le plus hypé, je pense, ces 10 dernières années par la WWE. Où vraiment tu es là et tu attends que ce champion touche le titre. Drew McIntyre, par exemple, tu vois, c'est pareil. Je veux dire, ça fait plus d'un an qu'on attend tous qu'il soit Oui, champion. Mais c'est pas pareil niveau hype. mais parce qu'il n'a pas eu ce yes movement, et puis parce que euh, bah, Daniel Bryan, mine de rien, représentait vraiment une génération de fans, plus ou moins la nôtre finalement, qui l'avons vu grandir depuis ses débuts chez Shawn Michaels. Je l'ai déjà dit dans la Mhm. cloche, moi j'avais eu la chance d'avoir des cassettes de la Texas Championship Wrestling, la TCW de Shawn Michaels, où tu voyais Spanky, ouais, Spanky. Sparky, c'est Bob Holly. Yes. Donc Spanky et Daniel Bryan. Ensuite, on voit son évolution, on le voit partir au Japon, American Dragon. Nous, on a eu la chance de le côtoyer en France dans plusieurs petites structures. Donc voilà, on l'a vu grandir, on s'est dit qu'il n'y arriverait jamais, il y arrive, il se fait virer. Et bon. Donc voilà, Drew McIntyre, le parcours est tout aussi dingue, mais c'est peut-être une génération après nous, Ouais. tu vois. Il y a peut-être des gens un petit peu plus jeunes que nous maintenant qui se souviennent avoir entendu Drew Galloway, Mhm. c'était ça son nom, quand il catchait en Écosse ou dans ces petites fédérations européennes. Donc quoi qu'il en soit, voilà, on attendait ça vraiment avec impatience. Et je l'évoquais la semaine dernière, moi j'avais vraiment peur que ce soit trop tard. Hmm. Mais à Oui. WrestleMania, on voit que non. Parce qu'ils avaient un peu repoussé Bah sans oui, arrêt, parce que sans arrêt. il poussait, et c'est comme pour tout. On se dit qu'au bout d'un moment, à force de frustrer les gens vont leur faire un bras d'honneur en leur disant: bon, maintenant on n'en veut plus. Mhm. Limite ce qui s'est passé avec Roman Reigns. Exactement. Parce que Roman Reigns, il y a 2-3 fois où bam, ça aurait pu On exploser. attendait que ça au début. Exactement, et ça aurait pu être. Ça aurait certainement pu propulser sa carrière encore plus haut que ça ne l'a fait après. Ouais, Et malheureusement, peut-être. Ou Bray Wyatt. Bray Wyatt aussi. je suis Il y d'accord. a quelques moments manqués où ça aurait pu passer beaucoup mieux que ça ne s'est passé quand ça s'est passé. Mhm. Hein, tout ça est très clair. Donc justement, écoute, maintenant on arrive autour de WrestleMania 30, donc je vais te reposer la même question que pour le 29. À partir de quel moment est-ce que vous avez appris que vous alliez aller sur place et que vous allez être au bord du ring? Quelle question. Alors, donc depuis un an, nous commentions tous les pay-per-view. Ça avait commencé par WrestleMania 29. Au départ, ça ne devait être que WrestleMania 29. Et finalement, on nous a dit: bon, allez, on prend tout. Pour la petite info, c'est vrai que vous êtes souvent curieux des chiffres. Euh, Nous, et c'est honnête quand je vous dis ça, on ne nous donne quasiment jamais les audiences, que ce soit sur la chaîne L'équipe ou sur AB1 ou RTL9. Mais pour WrestleMania 29, je l'ai déjà expliqué dans la cloche, je vais vous le réexpliquer. Pour la chaîne AB1, sachez que les audiences ne sont pas calculées, ou en tout cas ne sont pas révélées au groupe Media One, aujourd'hui groupe AB à l'époque, quotidiennement, comme pour une grande chaîne, comme TF1, vous pouvez le voir sur les sites toutelatélé.com, Jean-Marc Morandini, enfin voilà, tous ces sites qui s'intéressent à la télévision. Dès le lendemain, à 10h, sont divulguées les audiences des grandes chaînes, TF1, France 2. Pour l'instant, la chaîne L'équipe, pas encore, parce que c'est une nouvelle chaîne sur la TNT, comme à l'époque NT1. J'ai pas de chance, justement, j'ai toujours travaillé pour des chaînes dont les audiences n'étaient pas publiques. Mais pour AB1, ça se passe pas comme ça. Pour AB1, c'est comme à la radio. Ils obtiennent leurs audiences tous les 3 mois. Mhm. Donc, pour WrestleMania 29, bah, il a fallu attendre 3 mois pour savoir si ça avait été, entre guillemets, un succès. D'autant que, il faut savoir que pour une chaîne comme AB1, à 2h du matin, la publicité ne vaut rien. Donc, même s'il y avait eu 4 millions de téléspectateurs, AB1 n'aurait jamais pu gagner énormément d'argent. C'est pour ça qu'il y avait aussi la rediff du lundi soir à 20h30, puis
la deuxième rediff du vendredi parce qu'elle passait à des heures plus vendables au niveau des publicités, quoi. Et donc, pour WrestleMania 29, au bout de 3 mois, je me souviens, quelques jours avant que la chaîne obtienne ses audiences, avoir demandé à l'une des dirigeantes de AB1, pas du groupe AB, mais de AB1, la chaîne, euh, qu'est-ce qu'ils espéraient, qu'est-ce qu'ils attendaient, quoi. Et elle m'avait dit, oh, si on fait 20 000 téléspectateurs, c'est pas mal. Donc ils attendaient 20 000 téléspectateurs pour WrestleMania 29 en direct sur AB1, parce que à 2h du mat. Et puis, chaîne du câble, quoi. Et au final, elle envoie, je lui ai demandé, genre, le vendredi, et le lundi, ils ont reçu les chiffres. Et le lundi, elle m'envoie le mail, et on avait fait 90 000. Donc c'était quasiment 5 fois plus que ce qu'ils attendaient, quoi, avec des parts de marché, c'est-à-dire des pourcentages de téléspectateurs devant AB1. Genre si vous lisez 10% de parts de marché, c'est que de toutes les personnes qui regardent la télé à ce moment-là, 10% sont sur cette chaîne. Bon, évidemment là, c'était pas le cas, 10%, mais c'était des très gros pourcentages, puisqu'à 2h du matin, il y a quasiment plus personne qui regarde la télévision. Donc quand vous faites 90 000, c'est assez gigantesque. Donc, même si ça ne rapporte pas d'argent au niveau des publicités, ça vous fait monter la moyenne de la chaîne, ce qui est très important parce que les chaînes se vendent ensuite, des chaînes comme AB1 se vendent sur leur moyenne de chaîne. Une chaîne comme TF1 vend sur le quart d'heure, sur le moment, au niveau après le journal télévisé par exemple, c'est là où les publicités coûtent le plus cher, ou avant un match de l'équipe de France parce qu'il y a du monde. Mais des chaînes comme AB1 se vendent sur les moyennes de chaîne. Donc, même si c'est 2 heures de maths, si vous avez du 8%, et qu'en général la chaîne fait du 0,7, 0,8, 1 point de moyenne, vous faites augmenter la moyenne, donc c'est une bonne chose pour la chaîne. Et donc, là en l'occurrence, WrestleMania 29 avait été une très très bonne chose pour la chaîne, puisque non seulement il y avait déjà eu 90 000 en pleine nuit, mais ensuite il y avait encore eu presque autant avec les deux rediffs. Parce qu'elle faisait toujours moins les deux rediffs. Étonnamment, il y avait quand même plus de gens qui voulaient vivre ça en direct, ce qui a été aussi un de nos arguments quand on leur disait arrêtons les 15 minutes de décalage. Passons au pire à 5, et on avait réussi à réduire à 5 minutes, quoi. Parce que c'est ce que veulent les gens, ils veulent du live, enfin visiblement, c'est ce que voulaient les téléspectateurs, du direct. Les rediffs, c'est bien pour les gens qui ne peuvent pas ou ne peuvent pas enregistrer, Bien sûr. mais vraiment ce que veulent les gens, vraisemblablement, c'était live. Et donc ils étaient vraiment extrêmement heureux. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est que je pense que ça a amené aussi le fait qu'on y aille. Parce que ils se sont dit, ça a tellement bien marché, et si on tentait de les envoyer sur place, peut-être que ça marcherait encore mieux. Donc, à ce moment-là, pour le groupe AB, une nouvelle femme est arrivée, responsable de plusieurs chaînes, qui était au-dessus des gens dirigeant la chaîne, en dessous des gens qui dirigeaient le groupe, au milieu, quoi. Elle s'appelait Nathalie Neumann, elle s'appelle toujours, hein, évidemment, mais elle ne travaille plus pour le groupe Media One. Mais je la cite parce que c'est quasiment que grâce à elle si on y est allé. C'est une femme qui revenait de plusieurs années aux États-Unis, où elle avait travaillé pour des grands médias américains, style ESPN, voilà, des grandes chaînes américaines, des grands groupes de télévision américains. Et donc elle arrivait là avec cet état d'esprit, quoi. Je reviens des États-Unis, je sais, je sais comment faire, je sais ce qu'il faut faire. Et effectivement, elle est arrivée avec beaucoup d'ambition, en se disant, bon, le catch, ça marche super bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche mieux? Donc, elle a appelé aux États-Unis, elle a dit, voilà, bon, nous, on vous diffuse depuis tant d'années, on est votre principal, partenaire télévisé en Europe. Donc, pour ce WrestleMania 30, en plus, c'est la Nouvelle-Orléans. Donc, ça, avec Philippe, on lui avait fait un petit topo. Voilà, c'est WrestleMania, c'est le plus grand show de l'année. La Nouvelle-Orléans, la ville peut-être la plus francophone, ou en tout cas francophile des États-Unis. Énorme hommage à André le Géant. Enfin, voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer, pourquoi pas. Mais sans y croire, honnêtement, sans y croire. Que ce soit Philippe ou moi, on n'y croyait pas une seconde. Elle nous a écouté au pied de la lettre, et puis elle a appelé. Elle a dit, voilà, merde, on y va, quoi. J'appelle, et vous allez y aller. Moi, je me dis, bon, oui, vas-y, appelle. Moi, j'en ai vu des gens passer dans ces 20 dernières années à des postes de direction ou autres qui étaient motivés au début. Puis après, voilà, ils se font, entre guillemets, manger par le système, parce que la WWE est une grande entreprise difficile, avec laquelle il est difficile parfois de négocier. Le groupe AB est une grande entreprise avec laquelle il est difficile de travailler. Donc,
mélanger les deux, c'est souvent compliqué. Mais bon, elle a téléphoné, elle l'a fait, et elle vient un jour nous dire, bon, écoutez les gars, et c'est 2 semaines avant. 2 semaines avant, les gars, vous allez à la Nouvelle-Orléans, vous allez commenter WrestleMania en direct de là-bas, et vous allez être ringside. Alors Philippe et moi, on se regarde, non mais ringside, tu sais ce que ça veut dire ? Au bord du ring. Oui, oui, non, non, vous allez commenter, parce que Philippe avait déjà fait des courses de NASCAR. Et NASCAR, il n'y a pas évidemment de bord de ring, puisque c'est un ovale. Il est arrivé qu'ils commandent dans des loges de commentateurs dans des stades, ou des pistes, je ne sais pas comment on dit, ou alors carrément dans le camion régie sur le parking. Ce qui nous arrivera d'ailleurs pour le catch quelques années plus tard. Mais donc on s'est dit, bah non, on sera pas ringside. Ringside, c'est les Mexicains, nos amis de langue espagnole en tout cas, puisqu'aucun des deux n'est mexicain, ou les Américains. Mais voilà, c'est tout. Donc nous, on sera peut-être, et encore si on a de la chance, au stade, mais on sera dans une loge tout en haut, là où commentent les commentateurs de basket, ou ce genre de choses. Enfin voilà, comme ça se fait aussi dans les stades de foot en France. Tu vois, il y a des loges tout en haut, exprès pour ça, avec les branchements possibles et tout ça. Mais elle nous dit non, non, ringside. Bon, on lui dit quand même de vérifier, parce que vraiment, on n'y croyait pas une seconde. Une semaine avant, je me souviens, on a eu le dernier mail de confirmation. C'était un samedi matin. J'étais dans mon appart parisien, dans le 20e arrondissement, pas loin du cimetière du Père-Lachaise, pas loin du métro Alexandre Dumas. Voilà. Je suis dans mon appart, je reçois le mail du samedi matin de Nathalie Neumann qui nous confirme. Vous partez jeudi ou vendredi, je ne sais plus, voilà, enfin vous partez tel jour, vous allez dans cet hôtel, c'est bien ringside, j'ai checké, vous serez au bord du ring, aux côtés des Américains et des trucs. Et j'étais tout seul dans mon appart, j'ai lu ce mail et j'ai fondu en larmes. Parce que, voilà, j'y croyais quand même pas, pour être honnête, toujours pas. Mais je me suis dit, merde, on va y aller. Là, j'étais sûr qu'on partirait, déjà, et qu'on allait le commenter sur place. Donc j'ai fondu en larmes et je me suis rappelé tous ces moments où je regardais dans le canapé, dans la maison de mes parents, Hulk Hogan, Macho Man, tout ça quoi, de me dire purée, là je vais à WrestleMania pour bosser, pas simplement faire des interviews, mais je vais à WrestleMania, on va avec un caméraman et puis on va commenter ce show en direct des États-Unis quoi. Pour moi, voilà, on aurait pu me tuer ce jour-là, j'aurais déjà été content, même si je l'avais pas fait. Mais dans mon esprit, je savais que je devais le faire, donc c'était déjà ouf. Quoi. C'est bon. Oui. Donc voilà, une semaine avant, on a eu cette confirmation, ce mail de confirmation, un samedi matin. Le mail que t'attends pas en fait. Tu te réveilles le samedi matin, tu prends ton petit déj, tu te mets, je crois que en plus je regardais du catch, et puis tu regardes tes mails comme ça par acquis de conscience, et puis tu tombes sur un mail du boulot qui te dit bon bah c'est bon, tu vas à WrestleMania et tout ça. Quoi. Donc voilà comment nous l'avons appris. D'abord 2 semaines avant. Puis confirmation une semaine avant le show. Je veux pas dire de bêtises, mais à l'époque, il y avait quasiment jamais de troisième table des commentateurs, non ? Non, il y en avait eu pendant une courte période avec Jean Brassard et Raymond Rougeau. D'accord, moi je l'avais pas vu à cette période. Ils ont commenté quand même des sacrés shows. 96, peut-être même 95. 96 c'est sûr, 97 certainement même, je crois qu'ils sont d'ailleurs ringside à Montréal, je crois évidemment pour le Screwjob. Mais voilà, pendant 2 ans, ils étaient ringside aussi. Ok, d'accord. Vous avez... bon écoute, alors c'est parti, on se lance dans le voyage. Tu retrouves Philippe, vous partez, raconte-nous un petit peu, est-ce que vous avez participé à d'autres événements avant ? Est-ce qu'il y a eu des interviews ? La Nouvelle-Orléans, la découverte ? Alors, rien du tout. Pour le coup, je crois pas avoir découvert grand-chose de la Nouvelle-Orléans en amont, parce qu'on est arrivé assez tard. Et j'aimerais bien que tu me montres le Hall of Fame, même si on a oublié tout de même quand même de préciser que juste avant, c'était la fin de Christian. Tu avais noté. Oui, le match, je voulais juste le préciser comme anecdote pour ceux qui voudraient le revoir. C'est le dernier match en pay-per-view télévisé de Christian à Elimination Chamber. Il va encore apparaître à 1 ou 2 SmackDown par la suite, mais très rapidement il va subir une commotion cérébrale. Et ensuite, en fait, suite à ça, il y a tous ces enchaînements de commotions cérébrales qui font que la WWE ne le laissera plus catcher. Et donc c'était son dernier pay-per-view en 2014. J'ai un doute maintenant, mais je suis quasiment sûr d'avoir été là, ouais. Donc on est quand même on a dû arriver le vendredi. Donc on n'a sans doute pas fait d'interview, mais on a fait le Hall of Fame. Parce qu'on commentait toujours le SmackDown.
pour pouvoir être diffusé avant le pay-per-view. Et donc, ça nous faisait toujours arriver un peu trop tard, parce qu'en général, aux États-Unis, ils font une série d'interviews le jeudi ou le vendredi. Et nous, je pense qu'on a dû arriver le vendredi soir à la Nouvelle-Orléans. On a dû, dès le samedi, se, se mettre en mode travail. Et donc, on n'a quasiment pas visité la Nouvelle-Orléans. Mais par contre, anecdote quand même assez amusante, moins pour Philippe que pour moi, mais c'est qu'on avait la même chambre. Il y a eu... c'est la seule fois où ça nous est arrivé aux États-Unis, mais il y a eu un truc... notre caméraman avait sa propre chambre, mais Philippe et moi, on dormait dans la même chambre. Donc comme le premier voyage qu'on a fait en Allemagne pour aller interviewer les catcheurs de la WCW, ben là, à la Nouvelle-Orléans, Philippe et moi, on partageait la même chambre. Donc quand je dis c'est plus chiant pour Philippe que pour moi, ça dépend. Pour l'après-show, oui, c'est plus chiant pour Philippe. Pour les nuits d'avant, c'est moi, parce que Philippe ronfle. Voilà, hein, il faut remettre les points sur les i. Il a beaucoup de qualités, mais il ronfle. Comme quoi, caméraman, c'est bien traité alors. Ah bah, caméraman est mieux traité que... Non, mais je sais pas comment ça s'était goupillé. Il y a eu un micmac. Non, mais peut-être que c'était dû au fait que ça s'était vraiment organisé au dernier moment. La WWE, en général, loue quasiment un hôtel, privatise un hôtel quasiment, que je dis quasiment parce qu'il y a quand même d'autres gens dedans, mais plusieurs étages pour prendre des chambres pour ses collaborateurs, ses superstars. Donc là, en l'occurrence, par exemple, on n'était pas dans l'hôtel des superstars. Il y a plusieurs hôtels en plus, tu vois. Il y a l'hôtel avec les superstars, l'hôtel avec les employés, Staff. l'hôtel avec les techniciens. Voilà, enfin, t'as vraiment 3-4 hôtels souvent qui sont pas privatisés par la WWE, mais qui sont bien envahis par la WWE, sans oublier les fans. Donc là, j'imagine que c'est parce que c'était plus ou moins organisé 2-3 semaines avant, parce que voilà, ça s'est un peu fait à l'arrache. On s'est retrouvés dans la même chambre. D'accord. Bon. T'as pas beaucoup dormi Super du joie. coup apparemment, mais juste pour citer quand même un Hall of Fame magnifique en 2014. Oui, 2014. je sais pas comment j'ai pu oublier, mais cela dit, si, les nuits d'après me rappellent pourquoi j'ai pu oublier. Donc bien entendu, au niveau des personnes qui ont été intronisées, Razor Ramon, Scott Hall, Carlos Colon, le père de Carlito, Paul Bearer qui venait donc de nous quitter quelques mois auparavant. Oui, l'année précédente. Lita qui bien entendu une des catcheuses qui a le plus marqué la période juste après, on va dire, Attitude Era, la fin de l'Attitude Era, et qui fait partie des plus grandes catcheuses de la fédération. Jake the Snake Roberts et The Ultimate Warrior qui était un petit peu, on va dire, en période de... Comment dire ? De rédemption. Exactement, voilà. C'était les retrouvailles avec la fédération, parce que voilà, à l'époque, ils s'étaient un petit peu embrouillés avec la famille McMahon, etc. Oui, il y avait eu un DVD qui était sorti. Qui était pas cool. Ouais. Oui, mais cela dit, Brassens chantait Les morts sont tous des braves types. Ça se vérifie un peu avec l'Ultimate Warrior, parce que voilà, il décède, il se remet gentiment avec la WWE, et puis bon, ça redevient une légende, mais humainement, c'est sûr que c'était pas le gars le plus cool, le plus sympa. Des idées assez rétrogrades. Jim Ross est l'un des seuls à être vraiment, on va dire, très honnête. Bon, maintenant il est plus signé à la WWE en plus, mais ça fait 2 semaines de suite, je pense, que je vois des interviews où en fait il parle de Ultimate Warrior dans son podcast, et pour la peine, lui, il est honnête. Il fait écouter, je sais qu'il est décédé et que ça ne se fait pas que de critiquer les morts, mais par contre, il dit, je pense qu'il n'y a aucun catcheur dans les vestiaires de la WWE qui pourrait vous dire qu'il a apprécié du Ultimate Warrior. Il a dit que la seule exception, tu sais, c'était Owen Hart. Ah oui. Apparemment, Owen Hart était l'une des seules personnes qui s'entendait un petit peu avec l'Ultimate Warrior en coulisses. Et d'après Jim Ross, c'est parce que Owen Hart était gentil avec tout le monde. Ah oui. Et que lui, il voyait que l'Ultimate Warrior n'était pas bien, alors qu'il était censé faire de l'argent pour la fédération. Donc pour Owen Hart, le but c'était de le motiver, car si Ultimate Warrior fait de l'argent, tout le monde fait de l'argent, bien entendu, au sein de la fédération. Mais Ultimate Warrior qui nous fait un beau petit speech Hall of Fame. Et puis surtout, je pense qu'on en reparlera lors du prochain épisode, parce qu'il y a ce moment à Raw, bien entendu, le lendemain. On enchaîne avec la carte de WrestleMania 30 ? Oui. Donc, en tout cas, je suis même pas sûr. Je pense qu'on a fait quand même le tapis rouge de ce Hall of Fame, qui était le premier moment où voilà, on a travaillé et on a interviewé. Je crois que c'était la première fois qu'on le faisait. Et par contre, c'est là, ce soir-là, il me semble, mais je crois que c'est ce soir-là qu'on a su qu'on allait être ringside. Qu'on a vraiment su qu'on allait être ringside. Peut-être ce soir-là ou la veille, en arrivant aux États-Unis.
Parce que je crois qu'on est arrivé, voilà, on est arrivé le vendredi soir aux États-Unis, tard, vers 22h, quelque chose comme ça. On est direct allé à l'hôtel, évidemment, et puis vous êtes mort. Mhm. L'avion, tu pars tôt le matin, puis le stress, la pression. La première fois que tu pars aux États-Unis, en plus, il faut savoir, alors aujourd'hui, mais on faisait ça presque de manière illégale, parce que on allait travailler, mais on y Oui, allait en tant que touriste. il faut un visa de Et travail. voilà, maintenant j'ai un visa de travail, on n'y va plus, mais j'en ai un. J'ai un visa de travail pour les États-Unis qui est valable encore quelques années. Mais un de nos camarades allemands s'était fait choper quelques mois plus tard et n'avait pas pu retourner aux États-Unis pendant quelques temps parce qu'effectivement, il y allait entre guillemets en tant que touriste. Et alors que non, il faut faire une demande de visa. Normalement, ils te l'acceptent. D'ailleurs, on l'a fait et ils nous l'ont accepté. Mais à ce moment-là, bah voilà, c'était la première, c'était à l'arrache. Donc, quand on arrive à la douane, bah, on a dit on vient, on est touriste, on vient pour voir le show et pour profiter, quoi, tout simplement. Et bim, le douanier qui te voit à l'écran à WrestleMania 30 jours après. Ah, Ah. mais ils me reconnaissent Ouais, alors pas. De bien toute sûr. façon, oui, ils voient pas. Mais, et là, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est Axel, qui, je ne sais plus si c'est le vendredi ou le samedi soir, il y a des... Le premier, bah, c'est le network qui se lance, hein, on le rappelle, c'est à peu près à cette Ok. période-là. Et il y a une diff du network pour montrer un petit peu le décor du Superdome de la Oui. Nouvelle-Orléans. Et Axel regarde ce petit programme et chope l'arrêt sur image où on voit 3 tables au bord du ring. Et je vois le tweet d'Axel et je suis à côté de Philippe et je lui montre mon téléphone et genre on se regarde, oh purée. Ah ouais, là on va être ringside quoi. C'est pour nous cette foutue troisième table. Il n'y a plus de doute. Nathalie Neumann nous l'avait confirmé, plusieurs autres personnes du groupe AB nous avaient confirmé, mais on ne les croyait pas. Mais Axel, on le croit. Quand Axel dit quelque chose, on le croit. Donc voilà. Valeur sûre. Oui, bah voilà. Donc, moi, j'imagine même pas ce que ça va faire. Bah la folie furieuse. La folie furieuse. Et donc, raconte-nous un petit peu de cette journée de dimanche. Mais alors, on veut carrément la vivre. Comment tu arrives à l'arène, par où tu passes, qui t'accueille, comment ça se passe, est-ce que tu as dû attendre l'après-midi là-bas, etc. Alors, en général, c'est pas en général, je crois qu'on a été convoqué à 11h, Mhm. je pense. On est convoqué à 11h, les autres WrestleMania, ça a été le cas aussi. Voilà, j'ai plus de détails pour être sûr à 100%, mais je crois que c'était 11h. Donc, vous êtes convoqué à 11h. Donc, moi, en général, je me lève 2 heures avant, au moins, parce que je suis quelqu'un d'assez lent. Donc, je prends mon temps. J'aime prendre ma douche et écouter de la zik et tout. Bon, là, en plus, on partageait la chambre avec Philippe, donc super, quoi. Mais bon. Donc, je pense que je me suis levé à 9h. Je suis descendu, parce qu'à l'époque, je fumais encore. Donc, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer des cigarettes, hein. C'est pour ça que vous me voyez grossir de semaine en semaine. Si, si. Non, non, mais ne mens pas, c'est pas ton nez qui s'allonge, c'est tes cheveux qui tombent. Et on voit qu'il a beaucoup menti dans sa vie. Donc voilà, bon, on était convoqué à 11h. Je pense, et j'en suis sûr même d'ailleurs, on nous avait dit qu'il fallait un tuxedo. Donc, nœud papillon, c'est pas ce genre de costume, hein, c'est le costume à l'américaine, avec un pantalon noir, vous n'êtes pas obligé d'être en noir, hein, mais, et une ceinture très large voilà, qui vous cache le ventre, le tuxedo, le costard, comme je crois qu'on l'appelle en France, mais on n'était pas obligé de le mettre tout de suite. Donc on s'est habillé en costume. Moi, quelques semaines auparavant, un de mes meilleurs amis m'avait offert un caleçon du Sporting Club de Bastia. Aucun rapport, hein, mais il était parti en vacances en Corse et il m'avait ramené un caleçon du Sporting Club de Bastia. Et c'est devenu mon caleçon de pay-per-view aux États-Unis. Donc la première fois ce jour-là à WrestleMania 30, et finalement, bah, tous les pay-per-view que je ferai aux États-Unis, je porterai ce caleçon du Sporting Club de Bastia. Voilà, moi le Racing Club de Strasbourg, mais bon, c'est bleu et blanc aussi, donc C'est vrai. il y avait un côté, voilà, mais j'ai pas de caleçon de Strasbourg, j'ai qu'un caleçon du Sporting Club de Bastia. Et autre petite anecdote dont on se fiche totalement, mais qui a quand même un petit peu son importance, pour le Hall of Fame, moi j'avais un deuxième costume avec des toutes nouvelles chaussures que je m'étais acheté, des belles chaussures brunes en cuir. C'était la première fois que je les mettais. Et elles Hmm. m'avaient arraché les pieds. Ce qui fait que j'avais, moi j'ai une peau d'enfant, hein, vu que j'ai quasiment jamais travaillé. Je suis tout blanc, une peau toute douce qui fait la jalousie de toutes les femmes qui touchent ma peau. Et mes pieds c'est pareil, tout doux, voilà, ils ont jamais rien vu.
et j'avais des ampoules, je pissais le sang. Ah. Ce qui fait que le lendemain, en mettant des chaussures de costume que finalement Monsieur Chéreau m'avait offert quelques années auparavant, mais que j'avais déjà porté, mais c'était foutu. Donc j'ai fait WrestleMania en pissant le sang des pieds. J'étais... voilà, j'ai blédé à WrestleMania, vraiment, mais à tel point les chaussures, c'est toujours que traître. Ouais. les chaussures de costume de WrestleMania... Tu les as achetées. Non, je les ai pas achetées, mais au fond, il y a encore la tache de sang Ouais. de WrestleMania 30. Mais attends, tu les mets plus ces chaussures? Mais bien sûr que si, je les mets toujours. Bah, évidemment, c'est mes chaussures de costume, j'en ai pas 72. Hein. Mais les brunes Ah, là, les brunes, elles se sont faites depuis. Depuis, je les mets, j'ai plus mal aux pieds. Ah d'accord. Mais il y a ok. quand même encore la tache de sang. Non, mais Ah, ouais, les c'était la premières première fois. ouais, C'était la première fois. c'est vraiment... Ah là et là c'était là là. totalement. C'est un conseil d'ailleurs. Si vous achetez des belles nouvelles chaussures de costume, pour un mariage, une occasion, n'attendez pas le mariage ou Ouais. l'occasion pour les porter. Portez-les 2-3 semaines avant. Vous allez vous prendre des ampoules. Elles vont se défaire un petit peu parce qu'elles sont super dures. C'est du cuir à l'ancienne. Donc voilà, maintenant aujourd'hui je les porte une journée, 2 jours sans avoir mal. Mais ce jour-là, c'était la première fois. Donc elles étaient dures comme la pierre. J'avais pas des très bonnes chaussettes non plus parce qu'il faut des chaussettes très fines. Voilà, on rentre dans des détails à la con, mais c'est juste pour dire que j'ai passé WrestleMania 30 à saigner, à avoir une hémorragie des 2 pieds. Mais vraiment, à tel point que mes chaussettes étaient imbibées de sang. C'est et pour qu'il y a ça encore qu'il la avait tache- les larmes aux yeux. Ah ouais. Voilà, non et après vous êtes étonnés pourquoi je suis énervé, pourquoi je gueule. Parce que j'ai mal aux pieds les gars. Bon, donc on s'habille en costume normal et on emmène nos costumes, nos tuxedos qu'on avait loués à Paris, costumes de location, pareil loués à l'arrache, dans un truc de location parisien. Je crois que c'était 10 euros, 15 euros la journée, donc voilà, c'est pas non plus du grand costume, mais ça faisait illusion, personne s'est moqué, donc c'est déjà ça. On arrive au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Le Superdome de la Nouvelle-Orléans qui est en ville, qui est à la Nouvelle-Orléans, parce que c'est assez rare. Après, on fera des stades qui, en général, sont éloignés. Ouais, c'est relou. Là, c'est plutôt cool. Je sais plus comment on s'est rendu. Je crois que c'est la WWE. Oui, parce que c'était notre première année. On avait été accompagné par l'une des femmes haut placées à la WWE. Alors, pas Stephanie McMahon, hein, et son nom ne vous dira rien. Donc voilà, mais qui est quand même assez haut placé dans les bureaux. Je veux dire, c'est la seule fois où on la côtoiera comme ça. On a encore des relations par email, voilà, parce qu'il y a ce lien entre nous d'avoir vécu ce moment-là qui était aussi émouvant pour elle, parce qu'elle était contente. Ça faisait des années qu'on échangeait par email, on ne l'avait jamais rencontrée. Et puis là, on l'a rencontrée pour la première fois, et en plus, elle était en quelque sorte notre babysitter. Elle nous disait où on doit aller, où on doit se rendre, tout ça. Et ce jour-là, voilà, elle est allée avec nous à WrestleMania, elle est allée avec nous au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Donc vous arrivez au parking, là où il y a tous les camions techniques, tous les camions que vous voyez avec à l'effigie des superstars. Et on n'avait pas encore nos badges. Donc on devait attendre Tom Carlucci. Tom Carlucci, qu'on voit à l'époque de l'Attitude Era, on le voit, il est un petit peu rondouillard, voilà, comme son nom l'indique, d'origine italienne, donc les cheveux plutôt bruns. On le voit au bord du ring, il est souvent assis aux côtés des commentateurs. Et Tom Carlucci remplace depuis quelques années maintenant Hugo Savinovich, qui était l'un des commentateurs hispaniques, qui était le responsable international des commentateurs. Tom Carlucci, lui, est devenu ensuite le responsable international des commentateurs, donc à la base que des hispaniques, et puis ensuite de nous, quand on allait aux États-Unis, puis aujourd'hui, de tous ceux que vous voyez, les Indiens, les Russes, les Chinois, les Japonais bien sûr, les Allemands des États-Unis, enfin voilà. C'est lui le boss de toutes ces équipes de commentateurs. Il a un bureau, et eux, ils ont tous leurs petits bureaux autour de lui à Stanford, là où il y a des studios d'enregistrement. Donc on devait attendre Tom Carlucci. Donc on arrive au backstage, vous avez une sécurité, il vous accueille, bonjour, voilà, vous avez vos badges? Non. Bon, voilà, donc on passe pas. Mais on peut déjà passer quand même nos sacs et tout ça, il vérifie, parce qu'il y a des détecteurs de métaux, il vérifie si évidemment vous ne ramenez rien, pas de pistolet ou ce genre de conneries, parce qu'il n'y a pas que nous qui passons par là, les superstars aussi, mais les techniciens, donc beaucoup de personnes, et tout le monde ne se connaît pas. Donc il faut évidemment de la sécurité. Donc on attend là, on passe nos trucs, et puis Tom Carlucci... Non, je crois qu'en plus, non, ils étaient gentils au Superdome, ils étaient sympas, ils nous ont fait rentrer. Ils nous ont dit, bon, allez-y, rentrez quand même. Donc on rentre, et la première chose qu'on voit en arrivant, c'est Brock Lesnar assis sur une voiturette de golf.
Et comme je l'ai déjà dit, on a plus l'impression que c'est la voiturette de golf qui est assise sur Brock Lesnar, tellement ça paraît disproportionné de voir ce monstre sur une voiturette de golf. Et c'est là qu'on comprend que le Superdome est une salle gigantesque. Je crois que ça fait plusieurs kilomètres de circonférence. Donc en fait, les superstars les plus célèbres, comme Brock Lesnar, se déplacent en voiturette de golf. Donc on arrive et on a Brock Lesnar et la voiturette de golf qui fait limite une roue arrière, parce que Brock Lesnar est assis derrière. Et Fandango qui passe. Oh, Eiffel Tower. Yes. Donc on se dit ouais bon ça va c'est cool. Enfin bon moi surtout parce que Philippe était pas là le jour de la Tour Eiffel avec Fandango, je l'évoquais dans l'épisode précédent je crois. Donc Fandango me salue, ah comment ça va, t'as un super souvenir et tout, bon ok. Et puis Tom Carlucci qui arrive et qui nous file notre pass, je suis couillon, j'aurais dû l'amener. Le pass de WrestleMania 30, je l'emmènerai à l'épisode prochain, Ali me le rappellera. Ce pass plastifié quoi, WrestleMania 30, backstage, all area. Donc voilà, je peux aller où je veux. Bon voilà, pour moi c'est le Graal. Hein, pour les gens qui ont quelques références camelotiennes, ce n'est pas un bocal à cornichons, c'est pas une pierre incandescente, c'est un backstage pass WrestleMania plastifié que je garderai toute ma vie. J'ai gardé tous ceux qu'on m'a filé après. Pour les shows comme le Royal Rumble ou autres, on avait des passes autocollants, comme pour Bercy ou des choses comme ça, qui n'ont rien de particulier. Il y a juste écrit WWE et la date, voilà, vous ne pouvez pas venir le lendemain avec, parce qu'il y a la date dessus. Mais pour des WrestleMania, c'est vraiment le truc, voilà, classe. Le petit truc plastifié, que tu gardes, c'est normal, bien entendu. Attends, quel souvenir. Oui, voilà. Donc, Tom Carlucci nous souhaite la bienvenue, les gars. Écoutez, c'est une première. On va déjà aller jusqu'au vestiaire pour déposer vos affaires. Vous n'allez pas vous changer tout de suite. On va faire des essais, on va faire des trucs. Donc voilà, pour la première fois de ma vie, pas tout à fait parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller dans des vestiaires en France, que ce soit évidemment la ICW, mais aussi de la WWE. J'étais dans les vestiaires de la WWE, mais là, pour la première fois de ma vie, je suis aux États-Unis dans les vestiaires de la WWE. Et donc on marche avec Philippe, en costume, avec notre petite sacoche, avec notre tuxedo dedans, Tom Carlucci qui nous ouvre la route, et puis t'essayes de te comporter comme un adulte professionnel, mais en même temps tu tournes la tête, et à chaque fois que tu tournes la tête, t'as soit une superstar de la WWE, soit une légende de la WWE, parce qu'évidemment, la veille c'était le Hall of Fame, c'est WrestleMania 30, le 30e anniversaire. Tout le monde est là. Les gars du Hall of Fame, voilà, il y a tout le monde, même les gars qui participent pas au show, ils sont venus quoi, donc tu tournes la tête, comme dit, t'as Brock Lesnar en train de faire une vanne avec quelqu'un, t'as l'autre côté Diesel, Razor Ramon qui discute avec je ne sais qui, enfin voilà, et en même toute temps... ta jeunesse, toute ton enfance. Ah non, mais c'est horrible, c'est horrible. Et en même temps, t'as des caméras partout parce qu'ils sont... T'as à la fois, je crois, Total Diva qui était en train de se lancer, t'as le Network, donc ils sont les premiers WWE 24 et autres documentaires de ce genre qui sont en train de se tourner. Et puis en même temps, même si c'est pas pour des documentaires précis, mais ils sont tout le temps en train de filmer tout, parce qu'ils savent qu'un jour ça va être utile pour un documentaire ou autre. Donc partout tu tournes la tête, t'as des mecs qui sont en train de discuter, puis 4 gars qui sont en train de les filmer, et en même temps t'essayes de marcher comme ça dignement, tu vois, et puis de faire hi. Tu vois, genre tu belong here, t'as ta place ici, alors que non, évidemment qu'on n'a pas notre place ici, mais voilà, t'essayes de faire semblant, t'essayes de dire bonjour évidemment à tous les gens que tu croises, même s'ils te répondent pas. Tu t'en fous, c'est pas, je le prends pas personnellement, c'est comme ça, mais par respect, quand tu croises quelqu'un, tu dis bonjour, quel qu'il soit. Après, plus tard, dans certains shows, des personnes nous diront bonjour parce que quand ils nous voient en costume, ils se disent oula, on sait jamais, c'est peut-être des gars des bureaux qu'on connaît pas, mais ils peuvent être importants. Alors non, hein, je le précise pour tous les gars qui nous regardent là, si vous me croisez un jour dans les vestiaires, vous ne risquez pas votre place si vous ne me dites pas bonjour. Mais bref, donc voilà, ils nous emmènent dans des vestiaires. Les choses changeront par la suite, mais là, c'est des vrais vestiaires. C'est avec un vestiaire de salle de sport. Tu as le petit banc, le crochet pour mettre tes trucs, même une petite, c'est comme on voit dans les trucs de basket, tu sais, avec une petite armoire où tu mets voilà, ta veste, tout ça, douche et puis toilette. Et il dit bon, déposez vos affaires là, on reviendra un petit peu plus tard pour vous changer. Et en attendant, est-ce que vous voulez manger quelque chose? Parce que ça, c'est l'une des principales occupations dans les vestiaires, c'est d'aller bouffer.
Il y a un catering, comme on l'appelle, c'est pareil sur les tournages de cinéma, on appelle ça le catering, c'est la cantine tout simplement. Vous avez un buffet, une pièce comme ça, et en U, vous prenez votre plateau, quoi, et puis vous passez. Puis il y a des chaises au milieu, et là c'est pareil, t'essayes par tous les moyens de faire style, ok, tout va bien, quoi. Donc tu prends ton petit plateau. Alors je peux vous dire que autant moi j'étais gêné, autant Chiro, ils sont fous. Alors là, s'il y a de la bouffe, Chiro, là, le naturel revient au galop. Il y va, de la viande, des pâtes, du fromage, du truc, parce qu'en plus c'est super bon. J'allais te demander la Ah ouais, qualité non, du catering. c'est toujours bon. C'est WrestleMania. Les superstars, pour avoir discuté aussi avec Byron Saxton ou avec Corey Graves, voilà, les mecs te disent que quand c'est pas WrestleMania, c'est pas aussi bon. Mais à WrestleMania, tu sens que c'est des vrais, comment dire, des vrais chefs. Donc c'est toujours des traiteurs de qualité. Hein. La viande est bien cuite, tu vois, pas trop cuite, bon, pas saignante non plus, parce qu'aux États-Unis ils mangent pas leur viande saignante, mais voilà. T'as toujours des bonnes salades, des légumes bien cuisinés, des tranches de fromage pour ajouter dessus, toutes les sauces que tu veux, moutarde, piquante, barbecue, mille fruits différents, et puis des desserts. Ça sera très important pour Philippe. À chaque fois que nous irons aux États-Unis, hein, quand on arrive, il n'a pas faim. Il bouffe une assiette et ensuite il prend 2 assiettes de dessert. En général, gâteau au chocolat qui fait cette taille à l'américaine comme on le voit dans les films. Et puis pourquoi pas 2 3 cookies encore parce que oui bon allez hein, c'est WrestleMania. Je cite. Il prend des forces. Oui voilà il prend des forces. Et puis t'as aussi des bacs avec plein de boissons, des coca, bon évidemment moult bouteilles d'eau. Mais voilà, Coca Zéro, toutes sortes de sodas, dans des bacs avec plein de glaçons. Et puis tu prends des gros verres comme les Street Profits. Tu tailles un black avec glaçons, donc tu remplis, tu prends une paille et puis voilà, tu te promènes avec toi. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Je buvais énormément de soda. Oui, c'est quand même sans sucre, hein, parce que sinon. Mais voilà, moi, je bois beaucoup. Je bois énormément. Vous le voyez là, j'ai toujours soif. Donc. Mais voilà, donc on nous emmène directement à ce catering, et là c'est pareil, vous arrivez, au milieu, il y a plein de tables, et plein de superstars, de trucs. Alors je crois, si je me trompe pas, et je crois pas me tromper, il y avait Razor Ramon qui était en train de manger, et à l'époque, il était très proche de la famille de Paige. Donc il y avait Paige et sa maman Saraya, que je connaissais. Bah oui, donc, j'allais dire. Donc on s'est elle échange te de connaissait regards. bien, Oui, quoi, bah oui, je on veux se dire. connaissait bien. Oui, oui. Bah après, on sait pas non plus, on n'a pas bossé Non, 1000 fois ensemble. Elle Mais, a catché à la ICW. oui, elle a catché à la ICW plusieurs fois, Paige aussi. Mais Paige, je la connaissais moins parce que Saraya, je l'ai appris à connaître à la Japan Expo. Donc on était 3 4 jours ensemble non-stop. Bien. Paige, elle venait une soirée et en général, moi, le commentateur, bah, je me changeais avant le show et puis j'allais commenter. Et donc les catcheurs, eux, ils se changent dans les vestiaires pendant le show, avant leur match. Donc j'ai pas forcément l'occasion de discuter, ça va vite, boum, ils repartent. Donc, et Saraya, donc on truc, ah, qu'est-ce que tu fais là et tout. Donc elle se lève, on se fait un hug, ah, mais putain, ça fait plaisir de te voir. Donc, bon, évidemment, Razor Ramon, par respect en quelque sorte, il se dit, bon, bah, hi, how you doing? Bah, ça va, merci. Ah, t'as pris du poulet, toi? Non, 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 pas du tout. Hein. Évidemment que non. Hein, toi aussi, tu prends du gâteau. T'as vu, Chiro? Razor Ramon, il a le même. Non. Non, je dis bonjour par politesse et tout, et voilà, je fais pas chier 50 ans, mais oui, heureux de te voir, j'espère que tout va bien. Le truc classique en quelque sorte dans le monde du catch, quoi. Tu t'es pas vu depuis 10 ans, mais t'es content de te voir, un hug, et puis bonjour, voilà, quoi de neuf, et puis tu reviens à ta vie, parce que là, on était dans les vestiaires de la WWE, donc voilà, j'allais pas m'asseoir à leur table. Ah ouais, donc, ah putain, tu te souviens de Japan Expo, alors Razor, le titre intercontinental, c'était bien. Non. Mais voilà, tu te sens, bah, je me sentais quand même un tout petit peu moins étranger en quelque sorte parce que bah, je me dis ouais, je connais quand même une ou deux personnes par-ci par-là. Donc enfin voilà, on mange tranquillement. Ensuite, ils nous emmènent dans une salle en quelque sorte de production. Parce qu'en vrai, c'était la première fois que ça arrivait, ils savaient pas trop quoi faire de nous. Autant nos amis hispaniques avaient leur propre vestiaire, bien sûr, Jim Ross. Pas Jim Ross, Michael Cole, JBL et je crois Byron Saxton, il me semble, déjà à l'époque, mais bon, pas sûr, quoi qu'il en soit, JBL et Michael Cole avaient évidemment leur propre vestiaire, mais nous, bah, on avait, ils n'avaient rien vraiment de prévu, donc ils nous avaient mis dans un vestiaire, mais
Pas pour qu'on y squatte toute la journée, comme les superstars peuvent y squatter toute la journée. Donc ils nous ont emmenés dans un- une salle de production, voilà, où des gens préparaient des clips et ce genre de choses, voilà, mais qui donnaient directement sur l'un des couloirs. Et donc on voyait tout le monde passer. Et à un moment, j'ai vu passer avec un beau tuxedo rose un certain Tom Laroufa. Donc pareil, là aussi, tu te dis putain, le chemin parcouru, quoi. Je veux Incroyable, dire, quoi. Tom, je le connais depuis qu'il est tout jeune. Il venait au show de la ICWA en tant que fan. On fait une tournée à La Réunion. Quand il revient de chez Landstorm, il est catcheur. Ensuite, voilà, il catch. Il nous quitte pour aller chez son ami Flash Gordon. Puis voilà, il signe à la WWE. On avait beaucoup échangé, mais ça faisait des années qu'on s'était pas vu. Et puis là, on se croise dans le vestiaire de WrestleMania, quoi. C'est fou. Oui, c'est hallucinant. Enfin, oui, si, c'est hallucinant. Je sais pas si vous imaginez Ah non, croiser c'est un vieux fou. pote dans le plus grand show de catch de l'année. Si évidemment le catch est important pour vous, mais si vous êtes là, j'imagine que oui. Donc là, la Rouf, comme je l'appelle, il s'arrête. Ah, Chris, comment ça va? Ah, Philippe et tout. On Donc, est à Mania, ouais, mec. on a WrestleMania, là, ça va, tranquille, tranquillou. Donc costume rose, bravo. Psartek, comme dirait Cyril Hanouna, quoi, Psartek le costume. Et c'est vrai que ce costume rose va nous amener d'ailleurs beaucoup de superstars ensuite parce on est juste à la porte de cette salle de production, puis on va discuter 1 ou 2 heures comme ça. Et toutes les superstars qui passent, ben, elles vont toutes s'arrêter parce qu'il a un foutu costume rose. C'est l'intelligence de Tom Mais Laropa, totalement. c'est qu'il a toujours su, même déjà dans le catch français, s'habiller comme une superstar du catch, quoi. Que si tu le croises dans la rue, tu te dis putain, ce gars. Enfin, je veux dire, si moi je porte les vêtements qu'il porte, non. Mais comme lui, il a les muscles et qu'il a le corps qu'il faut, bah tu le regardes, tu dis putain, ce gars, ouais. Lui, doit être une star parce que sinon, tu peux pas porter un costume rose comme ça, ou tu peux pas porter des trucs léopards comme il portait, ou des. Comment ça s'appelle les bandanas à la Macho Man, ou voilà. Donc, il y a à la fois ses potes de NXT qui s'arrêtent, ou des superstars qui ont déjà quitté NXT, mais qui ont bossé avec Larouf à NXT, qui s'arrêtent, qui discutent avec lui. Donc, je tape le bonjour quand même. Bon, évidemment, la plupart me calculent à peine, tu vois, juste bonjour. Mais tu te sens un peu mis dans l'ambiance WrestleMania-esque, quoi. Et puis, des superstars plus hautes dans la hiérarchie qui passent en marchant, rien à foutre, puis tout d'un coup, elle tourne la tête. Oh my god! Oh, French guy! Parce que tout le monde connaissait Larofa, vraiment. Il avait ce côté un peu fou que les Américains adoraient, quoi. Énorme. Donc voilà, l'après-midi passe, on discute avec Larofa, on se rappelle les bons souvenirs et tout, il me raconte un peu comment ça se passe, tout ce bazar, recoupé de superstars qui s'arrêtent pour le saluer, pour le féliciter. Et puis finalement, Tom Carlucci vient nous chercher pour dire bon, faut aller faire des essais. Donc il nous amène ringside cette fois. Donc là, vous rentrez dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans vide, enfin vide de spectateurs, avec Michael Cole et JBL à leur table de commentateurs, des superstars qui sont en train de discuter tout autour du ring, sur la rampe, des essais de son, des rehearsals, comme on dit, des répétitions d'entrée. Parce que évidemment, quand vous voyez WrestleMania, il faut se dire qu'il y a 3 jours souvent de répétition en amont. On l'a vu dans le Last Ride par exemple, on voit que l'Undertaker fait sa répétition pas le jour même, mais 2 jours avant. Et le jour même, bah, vous en avez d'autres des répétitions. Donc il balance la musique, le catcheur arrive, il se met sur la rampe. T'as Monsieur McMahon qui est pas loin, qui regarde, qui truc, et puis il retourne derrière, on rebalance la musique, il revient sur la rampe pour des petits détails que quand tu regardes de loin, d'ailleurs, tu te rends même pas compte en fait ce qu'ils essayent de modifier ou de changer. Et puis vous avez effectivement bah, les officiels qui discutent avec les superstars en prévision des combats ou des choses qui vont se passer. En toute honnêteté, on n'a jamais été spoilé non plus. Ils refont pas les matchs, comme ça peut être le cas dans le circuit indépendant parfois à la ICWA. Si dans l'après-midi le mec va refaire le match ou va refaire son finish, ou ils vont essayer parce qu'ils se connaissent moins bien. À la WWE, je pense qu'ils en ont pas besoin, ou alors voilà, tout simplement ce sont des professionnels. Mais voilà, tu t'assistes à des scènes assez folles quand tu es comme moi, fan, et que tu t'es pas habitué. Tu vois ces Les superstars coulisses du discuter. show, quoi. Exactement, et puis tu vois les officiels qui arrivent, qui tapent la discute, 2-3 vannes avec une superstar. T'as les anciennes superstars qui arrivent aussi, qui viennent saluer tout le monde, qui s'arrêtent, discuter. Tu vois les jeunes qui viennent voir une certaine superstar pour lui parler un peu plus longtemps.
tu vois en fait tous ces échanges en fait, et c'est pareil, c'est comme dans les vestiaires tout à l'heure. En même temps, je regardais partout et trucs, et en même temps, j'essayais de rester digne comme ça, à ma table, sur mon gros siège de commentateur, avec, pour pas faire de conneries. Bon, j'allais pas faire de conneries non plus, mais pour être à l'écoute, tu vois, parce que là, on est avec notre casque, on nous parle de la régie aux États-Unis, qui nous, bon, est-ce que vous nous entendez? Yes. Could you please announce, commenter un petit peu, ok, truc, est-ce que le son vous va? Donc bon, là, c'est ce bouton, tout ça. Euh, Tu discutes 2 minutes avec Michael Cole, avec JBL. Alors j'ai eu la connerie de leur dire, ils nous demandent, ouais, vous allez bien? Et moi j'aurais dit, bah ouais, on est un peu fatigué, le voyage a été long, et les mecs, ils sont en voyage de 100 jours par an. Donc le gars direct, ah, qu'est-ce que tu nous parles de voyage? Mec, il prend une fois l'avion, il chiale. Bon, gentiment, mais du tac au tac, quoi. JBL m'a remis en place. Mais, et ensuite, bah voilà, on s'assoit, on fait nos essais, et vous êtes, enfin, tu es à la table des commentateurs. Comme dit, t'as JBL, Michael Cole là, t'as nos amis hispaniques là, qui sont extrêmement gentils, dès qu'on. Bah, voilà, ils sont venus nous parler direct. Franchement, Marcelo Rodriguez et Carlos Cabrera sont vraiment des crèmes, quoi. C'est vraiment des mecs extrêmement gentils, Cool. extrêmement accueillants, toujours des conseils, toujours des vannes. Et puis Marcelo Rodriguez, on a très vite découvert qu'on avait la même passion pour Vicky Guerrero. Donc ensuite, on Oui. a lancé une rivalité internationale. C'est pour ça que chaque fois qu'on les voyait à l'antenne et qu'on n'y était pas, je disais, ah, regardez, Carlos Cabrera, il commande tout seul. La chaise est vide, alors que Marcelo Rodriguez était là, évidemment. Mais il faisait aussi, pour les commentaires hispaniques, je sais qu'il faisait aussi des vannes sur nous. Donc voilà. Donc c'était extrêmement... Tout se c'était... passait bien, quoi. Oui, tout s'est très bien passé. Non, il y a eu aucun... C'est ça qui est assez ouf T'es aussi. sur Parce ton que... nuage Ah ouais, et tu ouais, ouais. redescends pas, Non, quoi. non, tu redescends pas du Aucun tout. souci, on s'occupe bien de Oui, vous. oui. Bah oui, parce que comme dit, c'était la première fois. Après, je dis pas qu'on s'occupera moins bien de nous, mais là, ils savaient pas trop. Donc, on était vraiment gérés du début à la fin. Mhm. Après, on aura beaucoup plus de liberté. On se promènera vraiment sans chaperon ni rien. On a un lieu de rendez-vous, on y va. On va au catering comme on veut. On truc là, ils nous gardaient toujours un peu du coin de l'œil parce que c'était la première fois, ils nous Bah oui, connaissaient il pas. faut surveiller quand Donc même. oui, et puis c'est WrestleMania, tu vois, c'est pas la foire aux champignons de... Bon, j'ai pas d'exemple, mais voilà, de Krauter-Gersheim. Et encore, ce serait plutôt la fête de la choucroute. Choucroute, j'allais dire. Oui, capitale de la choucroute, hein, Krauter-Gersheim, fête de la choucroute, une fête très sympa. Je l'ai faite qu'une fois, mais c'est sympa. Donc on fait nos essais, tout se passe super bien, et encore une fois, il faut vraiment s'imaginer que voilà, on est à cette table. Je disais qu'on avait les hispaniques de ce côté, non, je crois que c'était américains, hispaniques, et nous, Je tout vous à voyais en droite. bout, moi, oui. Ouais, ouais, on est tout à droite. Et voilà, on est assis à cette table, et puis t'as ce ring, t'as tous ces gars qui sont en train de travailler. Enfin, moi, j'avais déjà connu ça avec la ICWA, mais on est quand même un petit peu au niveau au-dessus, quoi. Oui, bah voilà, non, mais j'imagine que ça doit faire pareil quand un acteur, il connaît les tournages en France, puis il va sur un tournage Ouais. hollywoodien. Tu vois, c'est évidemment le même métier, c'est évidemment fait, toute proportion gardée, mais avec autant, on essaye de professionnalisme, Bien sûr. mais les moyens ne sont pas les mêmes, les carrures ne sont pas les mêmes, les noms que tu as en face sont pas les mêmes. Tu vois, là, tu es dans la cour des grands, tu es au summum, comme le chantait le central. Littéralement, pour un commentateur, tu peux pas. Enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Je veux dire, être à la table autour du ring à WrestleMania, Ah oui, non, oui. c'est l'objectif ultime. Ah bah, pour n'importe qui travaille dans le catch, être à WrestleMania, c'est l'objectif ultime. Après, être à WrestleMania, c'est déjà une chose. Y travailler, c'est encore une autre chose. Et effectivement, pour nous, en tant que commentateurs, le côté ringside, bah, voilà, oui, c'est... Bah, en quelque sorte, je suis arrivé au sommet de mon petit métier. C'est pas grand-chose, hein, on n'est pas non plus des millions dans... Non, mais je veux dire, c'est pas joueur de foot qui gagne la Coupe du Monde, tu vois. Mais dans mon cœur à moi et dans mon esprit, ce À jour-là, je ton gagnais la Coupe échelle, du Monde. voilà, moi je compare ça à ça en fait. Pour moi, dans ton job, c'est comme si tu venais de devenir champion de ton job. Tu vois, tu as atteint le trophée, c'était Oui, ça. oui, bah pour moi, ça. pour moi c'était ça. Pour moi c'était ça, et je recevrai quelques heures après le show un message de Rome euh, Hervès, comme je l'appelle, Romain Vézirian, qui vit aux États-Unis, que j'avais vu à Atlanta quelques années, enfin auparavant, je l'avais vu bien avant aussi, mais là cette année-là il n'était pas à WrestleMania 30, c'est ça que je veux dire, mais qui m'envoie un message, j'ai vu à la télé et tout. Putain, t'as eu ton WrestleMania moment cette année, quoi qu'il se passe, on t'enlèvera jamais. Et c'est vrai, c'est un message que j'ai gardé en tête parce que c'est quelque chose
que je me suis répété plein de fois quand, tu sais, dans la vie, ça va moins bien, ou t'es triste, ou truc. Bah, rien que ce petit instant permet de te dire, bah attends, oh, t'étais à WrestleMania, t'étais ringside à T'as eu un WrestleMania. WrestleMania moment. Oui, voilà, t'as tellement de superstars du catch que toi-même t'as idolâtré, qui en ont pas eu ou qui ont dû des trucs. Moi, j'ai été ringside à WrestleMania 30, l'un des plus grands de tous les temps. Bon, bref. On est là, on fait nos essais, tout se passe bien, on retourne backstage, il est temps de s'habiller. Donc on retourne dans nos vestiaires et on découvre avec surprise... On nous a volé le costume. non, et on découvre avec surprise qu'on partage nos vestiaires avec Ricky the Dragon Steamboat, avec... il faudrait voir, il y a un segment où ils jouent avec les figurines de l'époque. Donc on partage nos vestiaires avec Ricky Steamboat, je vois la liste là, Axa Jim Duggan, Sergent Slaughter, $1 Million Man Ted DiBiase et Ron Simmons. Oui, tu te dis, enfin bon, peut-être pour beaucoup d'entre vous c'est pas grand chose, hein, mais pour moi... Ah non, c'est énorme. Axa Jim Duggan, Ted DiBiase, bon bah évidemment Ricky Steamboat, bon et Sergent Slaughter aussi un petit peu, même si ça n'a jamais été trop ma cam, comme disent les jeunes, mais enfin les moins jeunes aujourd'hui, bref. Mais voilà, c'est comme ouf, voilà, tu te dis putain, t'as WrestleMania et tu te changes. Enfin, je me suis changé sans vouloir à côté du Phoenix, j'embrasse Rosto, je me suis changé à côté de Rosto. Entouré de légendes, une future légende, qui est bien entendu déjà entourée de toutes ces légendes. Est-ce que tu as... Comment ça se passe à ce moment-là? Tu vas leur dire bonjour, tu leur serres la main, Alors, pas tout de suite, parce qu'en fait, quand on nous amène, ils sont en train de tourner ce segment backstage qu'on voit pendant le show. D'accord. Mais eux, ils le tournent pendant l'après-midi, et donc on nous fait rentrer pendant une pause, entre guillemets. Donc là, ils sont tous autour d'un ring, et avec des action figures, des figurines de la WWE, et puis c'est ça le segment, ils jouent, ils se tabassent avec les figurines et tout ça, et puis à la fin, il y a Ron Simmons qui arrive, damn. Mais donc au début, on dit rien, et puis bon, bah voilà, ils tournent, ils font 2-3 prises, je crois, mais donc on est assis là, tu vois, et on les regarde tourner ce truc, et c'est pareil, ça fait partie des trucs fous qui ne sont pas si incroyables que ça, mais que j'oublierai jamais en fait, d'être assis là dans un vestiaire du Superdome de la Nouvelle-Orléans et de regarder Hacksaw Jim Duggan, Ricky Steamboat tourner ce segment dont je sais que quelques heures plus tard, quand il va passer, bah évidemment tout le monde, parce que c'est le genre de segment qu'on aime tous, à WrestleMania, à revoir les anciens, faire un petit peu les cons, les foufous, et je me dis bah voilà, en fait je suis là, et je me dis déjà putain, mais en fait quand il va passer à l'écran, nous on va le commenter, et en réalité moi j'aurais été de l'autre côté, enfin je suis derrière la caméra, je suis là. Enfin, je vais le voir. Enfin, c'est fou. Tu comprends, il y a un côté Inception. Je vais commenter ce moment que j'ai déjà vu puisque j'y étais, mais c'est en décalé. Donc, enfin voilà, et ça s'arrête. Et donc oui, ils arrêtent de tourner. Et puis là, ils nous voient. Donc on est effectivement habillés en costume. Donc ils sont tous, ce sont tous des vieux de la vieille. Donc ils ont cette éducation à l'ancienne. Donc ils viennent tous nous saluer. On n'a même pas besoin d'aller vers eux. C'est How are you doing? Donc we're the French announcers. Ouais, ok, pas de problème. Je crois qu'il y avait déjà les Dudley. Est-ce que c'est cette année-là ou c'est l'année d'après? Parce qu'il y a Devon aussi qui fait une vanne. Il rentre juste dans le vestiaire et il fait oh, qui c'est qui m'a volé ma place? Et puis tout le monde me regarde moi comme putain, merde, fais chier, c'est moi. Tu vois, je crois. En tout cas, il y a un mec qui rentre dans les vestiaires qui était déjà installé. Et qui était installé là où moi je me suis installé. C'est peut-être Ron Simmons. Mais en tout cas, je crois que quand ils reviennent, Ron Simmons fait oh purée, qui c'est qui est à ma place, hein? Avec l'accent du sud bien sûr, hein, car tout le monde sait que Ron Simmons a l'accent du sud. Oh putain, qui c'est qui a ma place quoi? Merde. Je me suis dit que c'était pas ça. Oui, moi aussi, tout d'un coup j'ai c'est Jérôme Pourut qui est rentré dans la... Et puis là, tous les gars commencent à se retournent et me regardent moi, quoi. Je suis, oh putain de merde, fais chier. Bon, et en fait, ils vannaient, c'était une blague. Mais voilà, donc ils nous disent tous bonjour, on se salue, et donc là, tu dois te mettre en calbute devant Hacksaw Jim Duggan, Ricky Steamboat et tout ça. Et ensuite, je mets ces chemises qui sont un peu compliquées à mettre parce qu'elles sont différentes de nos chemises européennes, ou en tout cas habituelles, tu vois. Là, il y a un petit truc par-dessus, tout ça. Puis c'était la première fois que je mettais un EPAP. Donc, le mec le plus près de moi, je lui demande, et c'était Ricky Steamboat. Donc, Ricky Steamboat a joué Philippe Chéreau pendant quelques instants, ou en tout cas un faux papa. Parce que voilà, il m'a mis mon truc, il me l'a resserré, il m'a fait comme ça, il m'a dit retourne-toi.
Oh là là. You're good to go, son. Et voilà, tu te dis, putain, c'est Ricky Steamboat, quoi. WrestleMania 3 contre Randy Savage, l'un des plus grands champions NWA de l'histoire, ou en tout cas sa rivalité contre Ric Flair reste une des plus grandes de l'histoire, cette trilogie en 89. Enfin, c'est... Il m'a mis mon truc. Encore une fois, ça paraît con, hein, mais c'est ouf. Non, je pense que les fans comprennent à quel point ça va. Tu À ce vois, moment-là, j'ai- je veux dire, comme toujours sur le nuage. Et de plus Bah en plus oui, de petites oui. choses comme ça qui. qui sont ouf. Parce que encore une fois, une semaine auparavant, 8 jours exactement auparavant, avec quelques heures de décalage par rapport au truc, mais j'étais dans mon salon en train de pleurer en me disant, bon, bah, je vais à WrestleMania et je vais travailler. Et là, je suis à WrestleMania dans ces foutus vestiaires, habillé par Ricky Steamboat. Je me retourne après parce que, bon, c'était des vestiaires. Les superstars, je pense, ont des vestiaires avec des vrais miroirs et tout ça. Là, on était avec les légendes, donc ils n'avaient pas forcément besoin de se saper outre mesure ou de mettre des costumes de travail. Donc je crois pas qu'on avait de miroir. Donc ensuite, une fois que j'avais fini de m'habiller, bah, j'ai demandé à Axel Jim Duggan et Ricky Steamboat, bon les gars, c'est la première fois que je mets un tuxedo, ça va. Alors ils me remontent un peu le truc, tu vois. Vraiment, j'avais l'impression d'être le gamin qui allait à son premier bal et qui demandait à ses tontons, bon les mecs, ça va. Bon, et n'oublie pas au moment du slow. Hein. Tu vois, non mais c'était vraiment ça quoi. Et les mecs étaient super gentils. Et C'est puis ça qui est beau. ils étaient, mais je pense que eux aussi, ils ont dû voir en moi et Philippe, bah, peut-être un peu Philippe moins parce qu'il était moins touché par l'émotion, mais C'est leur il grande est- première. ouais voilà, ils ont senti ça. Et puis il y avait le côté français en plus, tu vois, putain. Pour des Américains, c'est presque flatteur de se dire que des gens de France viennent et que on les connaisse parfaitement, tu vois, ils se présentaient parce qu'en plus ils se présentent, tu vois, I'm Ricky. Ah bon? I know, man, I know, sir, of course I know. Et donc super gentil, encourageant et tout. Et là, ben, Tom Carlucci revient et dit bon, bah les gars, we go to Goria. Goria position. Et là, c'est. Tu marches, on peut pas le faire parce qu'il n'y a pas la place, mais il y a cette fameuse image de la rampe d'entrée quelques longues minutes après, parce qu'on va à Gorilla Position bien 30, 40 minutes avant, je dirais. Parce qu'on voit quand même une partie du pré-show déjà habillé, en réalité, dans le truc de production avec Tom LaRuffa et Alicia Fox. Alicia Fox qui était là et qui s'est posée à côté de nous et qui a commencé à nous parler comme si on se connaissait depuis 40 ans, tout en regardant le show. Et comme si on était dans, tu vois, dans le salon de Uva. Wannerstein. T'as Alicia Fox, tu fais Wannerstein, gars. Toc toc. Putain, tu connais Uva? Oui, bien sûr. Ah merde. Carrément. Non mais voilà, et on a regardé une partie du pré-show avec elle, et en réalité c'est là que Tom Carlucci est donc revenu nous voir, on était donc déjà sapés et tout, et il nous fait bon les gars maintenant il faut y aller. Et donc là tu marches dans les vestiaires en tuxedo, vers la Gorilla Position, et tu te dis bon, c'est bien. Ouais, non mais oui, Tu t'es pumpé toi à ce moment-là dans ta tête, j'imagine, juste avant le show, je veux dire, pour être à fond quoi. Je crois pas. Même Non, pas. non, non. Bah, là, enfin, je me pumpais depuis le début de la journée. Les premiers pas dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans, je dis putain, je rentre dans les vestiaires de WrestleMania. Je rentre dans les vestiaires de WrestleMania. Et là, cette marche jusqu'à la Gorilla Position, il faut savoir, dans les vestiaires, il y a des affichettes partout, notamment dans les WrestleMania où c'est gigantesque, mais même dans les plus petites salles qu'on fera par la suite. Bah, une flèche avec catering, une flèche avec Trainer's Room, les docteurs, et la flèche avec Gorilla Position, où il y a un petit gorille dessiné, mais évidemment c'est en référence à Gorilla Monsoon, qui avait pour habitude de squatter là, parce que ben, tu as le petit rideau et que tu peux regarder ce qui se passe dans la salle et évidemment entendre les bruits de la foule. Mais là c'est le Superdome, donc la marche est longue, donc tu marches dans ces vestiaires habillé en tuxedo et voilà, tu sais que tu vas dans cet endroit, certainement l'un des endroits limite les plus fermés de la WWE, parce que si tu vas à la Gorilla Position, c'est que toi, soit tu fais partie de la production, soit tu fais partie des superstars qui vont aller dans le show, soit des commentateurs qui vont aller dans le show. Mais tu vois, on le refera pour WrestleMania 31, mais après on ira plus à la Gorilla Position, parce que là où on sera assis ne nécessitera vrai, plus qu'on passe par là. Mais cette Gorilla Position de WrestleMania, c'est qu'on en a fait à Bercy, on en a fait à Lille,
c'est différent, mais là c'est WrestleMania, tu vois, encore une fois, c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est comme si t'es dans le vestiaire de l'équipe de France en 98. Là, t'es dans l'endroit où les mecs sont juste avant d'y aller. Donc on arrive, je crois que le match du pré-show s'arrête, n'est pas encore totalement fini, je crois. Et donc ils reviennent quand nous on est déjà assis là, quoi. Et je crois qu'on croise le regard de Cesaro, enfin il me fait un petit truc comme ça, vite fait. Mais je suis même pas sûr, parce que voilà, ils sont super nombreux. Et nous, là vraiment pour le coup, tu t'es comme. Enfin, moi j'étais comme ça. J'étais assis, c'est tout petit en plus, donc. Et il y a déjà plein de gars. Enfin, et là, si tu regardes le pré-show, t'as les Ouzo. Mhm. Bon, les Matadores, c'est pas non plus les plus steak, mais Cesaro, Jack Swagger qui est steak aussi. Ouais, c'est clair. Ryback, Curtis Axel qui sont quand même. Donc là, il n'y a pas beaucoup de place. En plus de ça, t'as Monsieur McMahon, si je ne me trompe, oui, t'as Monsieur McMahon qui est assis là. Et puis t'as les autres officiels qui s'occupent de la réalisation et de la production. Donc la réalisation, pas vraiment. Hein. Le célèbre Kevin Dunn, par exemple, ne se trouve pas à cet endroit-là. Il y a un car régie à l'extérieur, dans le parking, qui s'occupe des caméras. Là, on est vraiment dans le côté production catch. L'oreillette dans l'oreille de l'arbitre et ce genre de choses. Donc, quand les catcheurs du pré-show reviennent et qu'ils arrivent à la Gorilla Position, toi, là, à ce moment-là, tu t'es pas encore installé à la table? Non, pas du tout. Ah non, D'accord. non, non, nous on est là, on est avec Philippe, on nous a dit de venir là, Mhm. et on est assis sur deux chaises. Et encore, je crois qu'au bout d'un moment, on se lève parce que on se dit, on va peut-être plutôt laisser quelqu'un Ouais. qui est soit fatigué, soit veut s'asseoir, que nous. Donc on est debout. Il y a une sorte de mur qui ressemble plus ou moins à un miroir, parce que je pense que ça permet aux superstars, avant de partir, Mhm. une dernière fois, tu vois, se checker les cheveux, le costume. Et donc on attend là, on avait nos notes. On nous donne toujours un programme, un déroulé de la soirée. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, mais évidemment, aucun résultat, rien qui ne dévoile quelques secrets du show. À tel point d'ailleurs que pour WrestleMania 30, sur notre programme, il n'y a pas le premier segment. Parce que tu vois, ils voulaient vraiment que ça fuite pas, qu'il y aurait Hogan, Austin et Rock ensemble. Donc on ne savait pas et c'était pas écrit. Et Tu ne les avais pas vus durant la journée en coulisses? euh, pas le Rock, je crois pas. Mais après, tu voyais tellement de gars en C'est coulisses sûr, que oui, tu c'est vas pas sûr. te dire qu'ils vont tous participer au show, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, le truc c'est que Hogan, il devait être là. Si je me trompe pas, c'était le host Mhm. de la soirée, puisque c'est lui qui avait annoncé qu'il y aurait la Battle Royale d'André le Géant. Et c'est Ah. lui qui dit d'ailleurs le Silver Dome. Silver- Moi, c'est ce moment qui est mythique pour moi. Oui. Mais Austin et le Rock, je crois pas qu'on les ait aperçus. D'accord. Mais voilà, mais même, de toute façon, là c'est tellement grand, c'est le Superdome. Tu vois quelques gars au catering, mais après, tout le monde est tellement disséminé un peu partout. Et puis il y a tellement des groupes de discussion, les mecs se croisent, ils arrivent, ils vont bouffer, ils repartent, que tu vois pas forcément toutes les superstars qui sont là, quoi. Bien sûr. Donc voilà, bon, on gagne, on savait, mais pour les autres, on ne savait pas et on nous l'avait pas dit. Et donc voilà, on attend. Et puis t'as JBL et Michael Cole qui nous font des blagues. Je crois avoir pris, il me semble que c'est ce jour-là que je prends une photo avec Madame Rhodes, la femme de Cody, Brandy, et Liliane Garcia au milieu de toutes les deux, comme ça. Elles étaient toutes gentilles, toutes. Enfin, tu vois, Liliane nous connaissait déjà parce qu'on l'avait croisée sur les tournées en Europe, donc elle était, ah les gars, elle était super contente. Ça fera partie aussi des belles rencontres parce que chaque fois on retournera, même au catering, elle vient s'asseoir à notre Elle a l'air table, tu très vois. gentille. Elle est super gentille, elle vient discuter avec nous. Enfin, c'est pas que de la simple politesse, visiblement, elle nous aimait bien, quoi. Elle aimait bien discuter avec nous, voir notre vision d'Européens, de Français, tout ça. Mais donc voilà, on est calé là et on sait pas. On ne sait pas quand on va devoir y aller, on ne sait pas quand. Donc on écoute, moi j'écoute. JBL déconner avec Michael Cole. Et puis nos amis mexicains aussi. Et je ne sais plus, mais je crois que c'est ce que nous sommes arrivés les premiers mai. Donc à un moment, tout d'un coup, on entend French guys, French guys, you're next, French guys. Donc là, tu te lèves. Quand c'est à toi, c'est à toi. Voilà, non, mais tu te lèves. Et non, mais il s'énervait pas, mais il le criait assez Ah fort. ouais, parce c'est en que- mode aller quoi. Oui, et puis ils nous connaissaient pas, donc ils étaient même pas sûrs que c'était nous. Donc, enfin, je pense, je sais rien, mais donc on se lève, on se met devant le rideau,
Et puis là, ils font now, go, 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 go. Et puis tu ouvres un rideau, et puis là, il y en a un deuxième, mais tu sais pas, parce qu'on n'était pas encore passé par là. Quand on était rejoint nos tables, il y a un autre chemin pour aller au ringside, qui est le long de la rampe. Oui, ce que Mais je me on disais. n'avait pas descendu la rampe, Que parce vous êtes qu'ils pas étaient passé en par la pleine rampe, répétition, donc non. Donc tu tires un premier rideau, puis tu as un deuxième, et la suite la semaine prochaine, dans le 21e épisode de La Cloche. Eh oui, quand même, on n'allait pas rester avec vous pendant 3 heures non plus, mais voilà, on va s'arrêter devant ce premier rideau, où avec Philippe, on est tous les deux là, French guys, on y va, un rideau, puis un deuxième rideau, et de l'autre côté, le 21e épisode de La Cloche. De l'autre côté, l'histoire va s'écrire. Vous allez écrire l'histoire des mon commentateurs. histoire, mais Ça fait partie de l'histoire du catch. Tu ne peux pas le nier. Franchement, je le nie. J'en ai rien à foutre, moi je nie. Mais je pense que c'était super intéressant, franchement, que de pouvoir se concentrer sur une expérience que toi, et Christophe et toi, êtes les seuls. Alors, Christophe et moi, ça fait déjà trop. Philippe et toi, êtes les seuls à pouvoir nous décrire. Tu vois ce que... Bah non, parce que t'en as plein. Bah, il suffit de contacter Jean En Brassard. français, Enfin, de nos voilà. français, Et de Raymond nos Rougeau commentateurs aussi. français. On l'a déjà dit, on les adore, mais ce sont des Québécois, ce sont des Canadiens, c'est différent. De nos Et puis commentateurs. eux, je peux te dire que leur expérience doit être un petit peu, parce que tout le monde Bien connaît Raymond Rougeau. bien sûr, c'est vrai. C'est oui, limite bien une plus entendu. grande star que beaucoup de. Mais voilà, tous ces petits détails de se dire qu'à un moment vous êtes à la Nouvelle-Orléans et que tu croises Tom là en coulisses. Les mecs travaillaient des années plus tôt en France et là ils sont en coulisses de Tout ce WrestleMania. que t'as retenu, toi. Non, mais c'est une des choses qui. Oui, le costume rose m'a marqué. Ah oui, mais ça, C'est- je peux te dire, ça a marqué beaucoup de gens. Quoi. Faudra que je demande à Tom s'il a pas une petite photo. Il a sûrement des photos C'est de sûr, cette mais période. le plus fou, c'est qu'on ne s'est pas pris en photo ce jour-là. Ah oui. Tu vois, on ne s'est pas dit, tiens, on se fait un selfie dans les vestiaires de Bah, parce que WrestleMania toi 30. t'es vite, oui, je veux dire. Enfin, c'est Bah, pas l'endroit moment pour prendre des photos, quoi, non? Bah, on aurait pu, mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait aussi, c'était la première fois, donc évidemment qu'on nous avait dit ne prenez aucune photo et tout. C'est Après, ça. avec le temps, on sera plus détendu et tout ça. Je prendrai évidemment des photos du catering dans des stories Insta. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, je crois, il y a un voyage à SummerSlam où j'ai vraiment fait des stories assez. Une story assez grande où vraiment du début à la fin du voyage, tous les jours un petit truc avec le coup de la paille, tout ça, mais bon, les vestiaires de la WWE aussi quoi. Mais voilà, là, ce jour-là, non, c'est vrai que je n'ai que des photos officielles du photographe du moment dont on parlera la semaine prochaine, mais sinon, je n'ai quasiment aucune photo de ce voyage-là quoi. Tout est là. Ouais, vite fait. Malheureusement, j'ai dû oublier plein de choses, mais je vous ai déjà saoulé plus d'une heure, c'est déjà pas mal. Les mystères, les fameux mystères dont on parlera la semaine prochaine. Donc bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 21 spécial WrestleMania 30, mais cette fois-ci la carte. Là, c'était la préparation des commentateurs. La semaine prochaine, on s'intéresse à la carte. Oui, puis le show, parce qu'il se passe aussi des choses dans le show, quoi. Non, mais je veux dire... Un des plus historiques, Oui, mais même pour nous, Et tu même vois, pour vous, ringside, il se passe quelques petits trucs ringside, il y a vraiment il y a des petits moments sympas. Comme d'habitude, merci Christophe, merci à tous de nous avoir suivis pendant cette 7h30, j'ai envie de dire. J'espère que on ne vous a pas trop fait peur par rapport à d'habitude, enfin surtout moi, parce que c'est... Ah, sans casquette, ça change. C'est une première. Là, maintenant, je me suis habitué, mais quand il a ouvert la porte tout à l'heure, c'est vrai que... Oula. C'est une première, mais je me suis dit, pour la 20ème, pourquoi pas. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21. Merci également, évidemment, pour votre fidélité, votre gentillesse. Continuez à être gentil, c'est important. Ça paraît con, mais croyez-moi que si on est gentil, ben, il vous arrive de gentilles choses. J'en suis la preuve. Ouais, je suis parfois méchant, mais j'essaye d'être gentil, et quand je le suis, il m'arrive des belles choses. Merci à vous, monsieur Ali de Catch Club. Merci à vous, mesdames et mesdemoiselles. Et comme l'a dit Ali, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme le disait Édouard Carpentier, si Dieu le veut. Bisous.